Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réaliser le jeu du plus ou du moins en Rust. Alors, il faut bien savoir ici que dans le cadre de cette vidéo, nous allons apprendre pas mal de concepts. Cependant, c'est des concepts que l'on va aussi voir un peu plus tard dans les prochaines vidéos. Donc si vous ne comprenez pas forcément tout, ce n'est pas dramatique. Cependant, ici, ça sera notre premier vrai programme et c'est assez intéressant de savoir comment ça fonctionne. Donc ici, on va ouvrir notre dossier Rust dans lequel nous avons nos différents programmes. Alors, il faut savoir ici que j'ai d'autres projets que j'ai créés. Ça sera la suite ici de ces vidéos. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Projects, d'accord ? Donc, je vais aller dans Project, CD Projects, et je vais créer un nouveau projet avec Cargo. Donc, je vais faire un Cargo New plus ou moins. Donc là, ça va me créer un projet plus ou moins dans le répertoire Projects. Ok, donc là, on aura bien le src main.rs ainsi que un repo git avec un .git ignore et le cargo.toml. Donc ça, c'est parfait. Donc dans ce chapitre, nous allons vraiment aborder les instructions let et match, les méthodes et fonctions associées, l'utilisation des crates et bien plus encore. Donc dans ce chapitre, nous allons créer progressivement le jeu du plus ou du moins. Le but, l'utilisateur doit deviner un nombre. Si l'utilisateur devine le bon nombre, il a gagné. S'il devine un nombre trop petit, on lui dira c'est plus. Et s'il devine un nombre trop grand, on lui indiquera c'est moins. S'il ne devine pas le bon nombre, on lui redemandera de deviner le bon nombre jusqu'à qu'il le trouve. Donc ici, je vous invite à ouvrir le fichier main.rs. C'est vraiment là-dedans que l'on va bosser, même si l'on va un peu travailler dans cargo.toml pour ajouter des librairies. Alors ici, on va déjà demander un nombre à l'utilisateur et afficher le nombre que l'utilisateur nous a renseigné. Donc regardez, use std io, je vais vous expliquer ligne par ligne après ce que veut dire les différents aspects du programme. On a ensuite la fonction main, et ici je vais indiquer un texte. Le texte sera deviner le nombre. Ensuite, je vais mettre un autre texte, print ln, point d'exclamation pour indiquer ici que c'est une macro. Veuillez entrer un nombre. L'utilisateur ici va rentrer un nombre, let, mut, supposition. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je crée une variable de type string. Comme dit, je vais vous expliquer tout cela en détail un peu plus tard. io stdin, ici je vais lire ce que l'utilisateur m'a renseigné et je vais l'indiquer directement. Je vais rentrer ce qu'il m'a indiqué dans la variable supposition. Parfait. Et s'il y a une erreur, je vais dire échec de la lecture de l'entrée utilisateur. Et ensuite, je fais un println votre nombre, j'affiche finalement le nombre ici que l'utilisateur a entré, soit la variable supposition. Et puis, je vais faire ici un cargo run. Alors, bien entendu, il faut que j'aille dans cd plus ou moins, et ensuite, je peux faire un cargo run pour voir si ça fonctionne bien. Donc là, il me compile le programme parfait. Veuillez rentrer un nombre, par exemple 42. Votre nombre 42. Donc allons maintenant plus loin dans les détails ici de ce programme. On a d'abord use std:2.2.io. Alors afin d'obtenir la saisie ici de l'utilisateur et l'afficher, nous avons besoin d'importer la bibliothèque IO. Ça veut dire entrée-sortie ou input-output en anglais. La bibliothèque IO provient de la bibliothèque standard connue sous le nom de std comme standard. Ensuite, fnmain, ici, vous connaissez déjà. Donc, nous avons déjà vu cette fonction dans les cours précédents. La fonction main est le point d'entrée du programme. C'est la fonction principale. Donc, ensuite, on a les fonctions println qui permettent d'afficher du texte dans le programme. Et ensuite, on a let mut supposition est égal à string, double point new,
parenthèse. Donc ici, on crée une variable pour stocker la saisie de l'utilisateur. L'instruction let permet de créer une variable. Alors ce qu'il faut bien savoir ici, c'est que par défaut en Rust, les variables sont immuables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer. Donc pour rendre une variable mutable, donc modifiable, il faut ajouter mut devant le nom de la variable. Donc ici, on crée une variable nommée supposition que l'on va lier à string new, qui est une fonction qui retourne une nouvelle instance de string. La syntaxe double point ici précise que new est une fonction associée au type string. Donc cette fonction crée une nouvelle chaîne de caractères vides. Donc pour conclure, cette ligne ici, en définitive, crée une nouvelle variable mutable qui contient une nouvelle chaîne de caractères vides, une instance de string. Ensuite, on a cette petite ligne-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avions importé les fonctionnalités d'entrée-sortie de la bibliothèque standard avec useStd.io. Et ici, on va appeler la fonction stdin du module IO qui nous permettra de traiter la saisie utilisateur. La ligne suivante ici appelle la fonction readLine afin de récupérer la saisie utilisateur. Ici, mut supposition permet d'indiquer dans quelle chaîne de caractères il faut stocker la saisie utilisateur. Cet argument doit être mutable pour que readLine puisse en modifier le contenu. Vous voyez sans doute ici le petit « et » qui indique que l'argument est une référence, on verra ça un peu plus tard, ce qui permet de laisser plusieurs morceaux de votre code accéder à une même donnée sans avoir besoin de copier ces données dans la mémoire plusieurs fois. Encore une fois, nous verrons les références un peu plus tard. Retenez juste que les références sont immuables par défaut, d'où la nécessité d'écrire ici « et mut supposition » au lieu de juste « et supposition ». Donc ça, on ne peut pas faire, d'accord? Il faut faire « et mut supposition ». Ensuite, ici, on a un expect. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que readLine stocke dans la variable qu'on lui passe en argument la saisie de l'utilisateur. Mais cette fonction retourne aussi une valeur, dans notre cas, de type IO result. D'accord? Donc il existe plusieurs types nommés result dans la bibliothèque standard de Rust, un type générique result, ainsi que des déclinaisons spécifiques à des sous-modules comme IO result. On verra encore une fois ça plus tard en détail. Les types result sont des énumérations, donc des enums, d'accord? Les énumérations sont souvent utilisées avec match, une structure conditionnelle, on verra ça un peu plus tard d'ailleurs dans cette vidéo. Les valeurs prédéfinies variantes de result sont OK et R. Donc on a OK et R. Donc OK signifie que finalement tout s'est bien passé, l'opération a fonctionné et on mettra à l'intérieur de OK la valeur générée avec succès. La variante R signifie que l'opération a échoué. Et R contiendra les informations décrivant comment l'opération a échoué. Donc les valeurs de type result, comme tous les types, ont aussi des méthodes associées. Une instance de IOResult a une méthode expect que l'on peut utiliser. Donc ici, on a vraiment le readLine qui retourne une instance de IOResult et ensuite on peut en effet traiter la valeur de retour de readLine. Pourquoi on a le expect là? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une instance de IOResult a une méthode expect que l'on peut utiliser. Si on n'utilise pas expect, le programme compilera avec un avertissement. Nous verrons plus tard comment gérer ces erreurs correctement, bien plus tard d'ailleurs dans les prochaines vidéos. Et ensuite, on traite le nombre entrée, donc cette ligne permet d'afficher la variable supposition. On aura donc un résultat du type votre nombre ici, double point, le nombre entré. Ici dans l'exemple c'était 42. Donc pour afficher plusieurs variables, d'ailleurs dans la macro println, on rédigera le code suivant, je vais vous le montrer. Let A est égal à 5, let B est égal à 6 et on pourrait faire println macro, donc point d'exclamation,
A est égal à crochet et B est égal à crochet. Et ensuite, on met A, virgule B. Et ça, quand on va exécuter ici le code, ça va vraiment nous permettre d'afficher. Alors, j'affiche, voilà, 45. Et ensuite, on voit bien ici, A est égal à 5 et B est égal à 6. Donc, si vous voulez indiquer dans un println plusieurs nombres, par exemple, il faudra plutôt faire les choses de cette façon-là. Donc maintenant, on va générer un nombre secret, un nombre aléatoire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Rust n'embarque pas pour le moment de fonctionnalité de génération de nombres aléatoires dans sa bibliothèque standard. Cependant, on peut utiliser ce que l'on appelle un crate, round. Donc ici, on va utiliser un crate, ça s'écrit comme ça, qui s'appelle rand. Donc nous verrons le concept de crate en détail plus tard. Donc je sais que ça fait beaucoup de plus tard, mais si on mettait tout dans la même vidéo, elle durerait 10 heures. Sachez juste que crate est un ensemble de fichiers de code source Rust. Donc maintenant, nous allons ouvrir ici le fichier cargo.toml pour y spécifier rand en tant que dépendance. Donc ici, je dis que mon programme, pour fonctionner, aura aussi besoin de rand, qui permet ici de générer des nombres aléatoires, est égal à 0.8.3, qui sera la version de rand ici que je veux utiliser et que je vais utiliser. Donc, ce que l'on fait ici, c'est indiquer à Cargo de nouvelles crates externes dont notre projet dépend et de quelle version ici de ces crates nous avons besoin. Donc, lorsque l'on indique 0.8.3, cela veut dire toute version ultérieure ou égale à 0.8.3, mais strictement inférieure à la version 0.9.0. D'accord? Donc, on pourra avoir 0.8.6 par exemple, mais jamais 0.9.0. Donc maintenant, on va ici compiler notre projet avec cargo build. Et on va voir que lorsque l'on ajoute une dépendance externe, Cargo récupère la dernière version de la dépendance depuis ce qu'on appelle le registre. Donc le registre, c'est une copie des données de crates.io. Donc on a crates.io, d'accord ? Donc ici, Cargo a aussi téléchargé d'autres crates, donc là c'est en train de télécharger, dont dépend rand pour fonctionner. Donc rand dépend aussi d'autres crates que Cargo va télécharger pour fonctionner. Lorsque tout sera téléchargé, Rust va compiler les crates, puis compile notre projet avec les dépendances disponibles. Donc si on relance directement Cargo Build sans rien changer, par la suite, on va obtenir juste la ligne Finished. Et dès que ça aura fini ici de télécharger, je vais vous montrer ça. Ok, donc là, si je fais nouveau Cargo Build, bam, Finished, comme je vous l'ai dit. Donc pourquoi il dit que c'est tout de suite finished en fait? Ici, Cargo sait qu'il a déjà téléchargé et compilé les dépendances et que rien n'a changé dans le fichier cargo.toml. Il sait aussi qu'on n'a rien changé dans le code, donc il ne le recompile pas non plus. Puisqu'il n'y a rien à faire, il se termine et c'est tout. Si on ouvre ici main.rs et qu'on fait un tout petit changement, donc par exemple votre nombre avec un espace en plus, d'accord ? On va juste enlever ici et pas sauvegarder, voilà. Alors, lorsque l'on refait ici un cargo build, forcément, il va recompiler le programme puisque le programme a changé. Mais par contre, les dépendances n'ont pas changé, donc Cargo sait qu'il peut simplement réutiliser ce qu'il a déjà téléchargé et compilé précédemment au niveau des crates. Donc Cargo possède une fonctionnalité qui garantit que l'on peut recompiler le même artefact à chaque fois qu'on compile le code. Cargo va utiliser uniquement les versions de dépendance qu'on a utilisées jusqu'à qu'on indique le contraire. Donc si rand passe en version supérieure et que cette version supérieure fait bugger notre code, tout ira bien car Rust crée le fichier ici cargo.lock la première fois que l'on utilise cargo build. Donc en fait, lorsque l'on compile un projet pour la première fois, donc je vais juste un peu, voilà,
faire ça. Lorsque l'on compile un projet pour la première fois, Cargo détermine les versions des dépendances qui correspondent à vos critères et les écrit dans le fichier cargo.loc, ce fichier ici. Lorsque l'on va recompiler le projet à l'avenir, Cargo verra aussi que cargo.loc existe et utilisera les versions précisées à l'intérieur de cargo.loc au lieu de recommencer à déterminer toutes les versions demandées. Donc ça permet vraiment d'avoir automatiquement des compilations reproductibles. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que si on désire mettre à jour une crate, on peut utiliser aussi cargo update. Cette commande va ignorer le fichier cargo.loc et va chercher toutes les versions qui correspondent à nos critères dans cargo.toml. Cargo va ensuite écrire ces versions dans cargo.loc. Donc si une version 0.8.5 de rand existe, la mise à jour sera faite et vous verrez dans cargo.loc désormais rand 0.8.5. Par contre, si une version 0.9.0 de rand existe, faire un cargo update ne suffit pas. En effet, lorsque l'on fait un cargo update, il va chercher les versions inférieure à la version 0.9.0 comme je vous l'ai dit. Donc si vous utilisez 0.9.0, il faut changer directement la version dans le fichier cargo.toml. Donc là, vous mettrez 0.9.0. Moi, je vais laisser ici 0.8.3. Donc pour générer ici un nombre aléatoire, on va un peu changer le code. On va utiliser une autre librairie, use rand:\rng. Et ensuite, juste en dessous de deviner le nombre, ce que je vais faire, c'est créer une variable qui va contenir le nombre à deviner. Ce nombre à deviner, je vais l'obtenir grâce à la librairie ici, au crates, qui me permet d'avoir finalement des nombres aléatoires. Donc let nombre secret est égal à rand:\thread RNG, je vais tout vous expliquer un peu après. .gen range 1 à 101. Donc ici, je veux générer un nombre de 1 à 100. Print ln, le nombre secret et nombre secret. Bien entendu, on enlèvera ça à la fin dans notre jeu. Mais là, c'est pour voir le nombre que l'on a ici généré. Donc ici, je vais faire un cargo run. Le nombre secret est 29, veuillez rentrer un nombre, bon 45. Mais en tout cas, on voit effectivement que le nombre secret est 29. Si je relance ici le programme avec cargo run, on voit que le nombre secret est 25. À savoir que vous pouvez quitter le programme à n'importe quel moment en faisant un CTRL plus C. D'accord ? Je relance le programme, le nombre secret est 21. Je relance, le nombre secret est 95. Donc on voit que ça nous donne bien ici un nombre aléatoire. Donc d'abord ici, nous avons rajouté cette ligne de code qui est use rand:\rng. Donc le trait RNG, ici c'est un trait, définit les méthodes implémentées par les générateurs de nombres aléatoires. Et ce trait doit être accessible à notre code pour que l'on puisse utiliser ces méthodes. Ensuite, nous appelons la fonction rand:\thread RNG. Donc, qui nous fournit le générateur de nombres aléatoires que nous allons utiliser. Et ensuite, genRange permet de générer le nombre aléatoire en fonction d'une expression d'intervalle utilisée. Donc on peut générer un nombre aléatoire compris entre deux nombres en utilisant la syntaxe suivante. Start, c'est le 1, point, point, et le end. Puis nous affichons ici le nombre aléatoire généré. Donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que ça génère un nombre entre 1 et 101 moins 1. Entre 1 et un nombre ici indiqué moins 1. Donc ça va générer un nombre entre 1 et 100 ici. Donc maintenant, l'objectif c'est quoi? C'est de comparer le nombre que l'utilisateur a entré avec le nombre que l'on a généré aléatoirement. Donc pour cela, je vais rajouter use std cmp ordering. Donc le type ordering est une énumération, encore une fois, qui a les variantes suivantes. Less, greater,
et equal. Ok, c'est même d'ailleurs avec une majuscule ici pour être tout à fait précis. Donc, en fonction ici de deux nombres, on pourra comparer si l'un est inférieur à l'autre, l'un est supérieur à l'autre, ou si les deux sont égaux. D'accord? Puis, en fin de script, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un match. Je vais vous expliquer ça après. Supposition, je vais le comparer avec le nombre secret et je vais faire finalement les trois résultats qui peuvent apparaître en fonction de la comparaison. Est-ce que supposition est inférieure au nombre secret, donc less? Si c'est le cas, je vais indiquer println c'est plus. Donc le nombre à deviner sera supérieur. Sinon, je vais dire ici greater. Est-ce que supposition est supérieure au nombre secret? Ça sera du coup moins. Donc le nombre secret sera moins que ici supposition. Et si c'est equal, on dira alors vous avez gagné. Vous avez gagné. Parfait, et on va recompiler ici notre programme et on a une petite erreur. Alors, et mon erreur ici, c'est qu'il y a des virgules et pas des points-virgules ici. Attention. Voilà. Je vais recompiler et j'ai encore une petite erreur ici. Donc ça, c'est une petite erreur de type et on verra comment corriger cette erreur un peu plus tard. En tout cas, ici, la méthode CMP permet de comparer deux valeurs. Donc ici, on veut comparer supposition et nombre secret. Puis la méthode ici, CMP, nous retourne une variante de l'énumération ordering. Donc ensuite, on utilise match pour décider de quoi faire en fonction de quelle variante de ordering a été retournée à l'appel CMP, donc soit less, soit greater, soit equal. Supposons que le nombre aléatoire généré est de 50. Donc si l'utilisateur entre 48, le programme affichera ses plus. S'il entre 52, il affichera ses moins. Et s'il entre 50, le programme va afficher ses gagnés. Donc maintenant, retournons un peu sur l'erreur ici. Donc ici, nous avons un problème de type non compatible. Supposition, ici, c'est de type string, alors que nombre secret, ici, est de type nombre. Donc il faut donc convertir la string en un nombre. Donc ici, juste en dessous de la ligne qui permet de récupérer le nombre saisi par l'utilisateur, on va faire let supposition. Je vais dire que c'est une variable de type unseen integer u32 est égal à supposition .trim .parse .expect. Je vais tout vous expliquer. Veuillez entrer un nom. Donc ici, on masque la valeur précédente de supposition. Vous allez me dire, mais pourquoi on fait deux fois supposition? Vous avez le concept de ce qu'on appelle le shadowing en Rust. Donc c'est vraiment un concept qui permet de réutiliser le nom de la variable supposition plutôt que de créer deux variables distinctes. Donc puis ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend la saisie de l'utilisateur supposition et nous réalisons un trim dessus pour enlever les espaces au début et à la fin. Ensuite, la méthode parse interprète une chaîne de caractères en une sorte de nombre. Et ensuite, il faut indiquer le type exact que l'on veut à Rust en faisant let supposition u32. Donc ici, on indique vraiment que l'on veut que cette variable soit un entier non signé sur 32 bits. On verra ce concept dans un chapitre suivant sur les types ici vraiment de variables. La méthode parse ici peut échouer si vous indiquez une saisie non valide en argument, comme par exemple ça, d'accord? Donc là, ça ne marchera pas si on indique ça dans la console. Par conséquent, la méthode parse retourne un type result comme readline. Donc ici, on gère ce result encore une fois avec expect. Ainsi, ici, si parse retourne une variante R, donc erreur,
car elle ne peut pas créer un nombre à partir de la chaîne, l'appel ici à expect va faire planter le jeu. Par contre, si parse arrive à convertir, alors elle retournera la variante OK de result. D'accord? Et expect va nous retourner le nombre qu'il nous faut, et ce nombre est stocké dans la variante OK. Donc, c'est des concepts un peu compliqués au début, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure des vidéos, ça va rentrer tout doucement. Donc maintenant, l'objectif, alors déjà on va relancer le programme. Voilà, veuillez rentrer un nombre. Si le nombre secret est 55, si j'indique 54, il devrait me dire c'est plus. C'est plus. Je relance, le nombre à deviner est 64, je rentre 65, il devrait me dire c'est moins. Je relance Cargo Run, le nombre à deviner est 36, si je mets 36, vous avez gagné, c'est exactement le comportement que l'on attendait. Donc maintenant, par contre, l'objectif, c'est que quand l'utilisateur ici n'a pas deviné le bon nombre, ça serait de relancer le programme jusqu'à qu'il devine le bon nombre. Et pour faire cela, on peut faire ce que l'on appelle une boucle. Donc le mot-clé loop permet de créer une boucle infinie. Donc là, je vais rajouter une boucle et je vais la rajouter ici, loop. Et là-dedans, je vais mettre vraiment l'intégralité ici du code jusqu'au bout. Donc là, on a vraiment ça. Et ensuite, dans loop, on met tout ce que l'utilisateur doit rentrer et le résultat de ce qu'il a rentré par rapport au nombre secret à deviner. Maintenant, par contre, il faut arrêter la boucle si l'utilisateur trouve le bon nombre. Donc, qu'est-ce que je peux faire si l'utilisateur ici trouve le bon nombre? Alors, je vais exécuter plusieurs instructions là-dedans. Donc, je vais mettre des accolades. Déjà, je vais faire le println, vous avez gagné. Point virgule cette fois-ci. Et ensuite, je vais mettre le break. C'est-à-dire qu'avec l'instruction break, je peux sortir de la loop ici. Donc, à présent, on va de nouveau faire un cargo run. Donc, veuillez rentrer un nombre. Voilà, je rentre 34, ça ne marche pas. OK, je peux de nouveau rentrer un nombre, 46, je peux de nouveau rentrer un nombre, 12. Donc là, ce qui serait bien, par contre, c'est de mettre « Veuillez entrer un nombre » quand même dans la boucle. Voilà, ici. Je quitte le programme ici en faisant un CTRL-C. Je relance. Voilà, veuillez rentrer un nombre, 34. C'est plus. Veuillez rentrer un nombre. Alors, le nombre à deviner, c'était 85. 87. OK, c'est moins. Et là, je rentre 85. Il me dit « Vous avez gagné ». Et enfin, ça me quitte le programme. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je lance Cargo Run et que je rentre une chaîne de caractères? Là, on a une erreur. Donc, il faut qu'on fasse quelques petites modifications ici sur le let supposition. Donc ici, l'objectif, ça serait finalement de faire un match, d'enlever le expect. OK, donc je vais enlever le expect. Voilà. Et là, je vais mettre des accolades. Alors, je vais tout vous expliquer dans un instant. Si tout se passe bien, tant mieux, je retourne le nombre finalement. Et si il y a une erreur, alors, tant pis, je vais quand même continuer en fait. Et je finis, voilà, par un point virgule. Je relance ici le programme. Parfait. Et j'essaye de rentrer n'importe quoi. Et regardez, cette fois-ci, on n'a plus de message d'erreur. On a bien géré l'erreur. Et on continue le jeu. Si l'utilisateur veut rentrer n'importe quoi, tant pis pour lui. Donc, voilà, 56, c'est moins. OK. Parfait. Je fais un CTRL-C pour quitter. Parfait. Donc ici, on enlève le expect et on met à la place une expression match pour gérer l'erreur afin qu'elle ne fasse plus planter le script. Donc pour rappel, ici, parse retourne un type result qui est une énumération qui a les variantes OK et R. Donc si parse arrive à convertir la chaîne en nombre, cela retourne la variante OK qui contient le nombre qui en résulte.
Et si parse n'arrive pas à convertir la chaîne de caractères en un nombre, elle retourne la variante R, qui contient plus d'informations d'ailleurs sur l'erreur. Et grâce à continue, ici le programme va continuer à s'exécuter et nouveau retourner dans la boucle. Donc ici on va faire le test final de notre application. J'essaye de ne pas regarder, alors je vais tout simplement aussi enlever ici le nombre secret, j'en ai pas besoin, je vais vraiment essayer de jouer au jeu. Cargo run, donc là il recompile forcément puisque j'ai changé quelque chose. Veuillez rentrer un nombre. 1, c'est plus 50, c'est plus 75, c'est plus, d'accord. 90, allez 87, c'est plus 90, c'est plus 95, c'est plus. Ah, j'ai pas trop de chance. 98, 99. Ah, c'était 99. Pas facile à deviner. Ok. Donc maintenant, des petites idées ici pour améliorer le programme. Vous pourriez faire une petite variable qui s'incrémente à chaque fois que vous faites un test, finalement, à chaque fois que vous essayez de deviner le nombre. Et lorsque l'utilisateur a deviné le bon nombre, vous indiquez en combien de coups, finalement, il a essayé de deviner le nombre. Voilà. Donc je sais que c'était un chapitre pas évident, il y a pas mal de choses, mais vous inquiétez pas, on va revoir ça de A à Z dans les prochains chapitres avec des explications très claires et concrètes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager sur les réseaux, s'il vous plaît, aidez-moi. Ça me motivera ici à continuer cette série. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.